Révélation sur la capacité de Kenjaku, révélation sur aussi la capacité de Yuji possiblement, mais le plus important, c'est surtout que tu peux le faire, Oni-chan. Franchement, Chozo me rend complètement fou. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 204 de Jujutsu Kaisen, huile et sang, donc troisième partie. Et donc on va diviser cette review en trois parties justement, étant donné qu'on va d'abord parler de Chozo et de sa magnifique prestation pour ensuite en même temps parler un petit peu de Yuji. En deuxième partie on va parler de Kenjaku, donc de sa possible capacité parce que c'est assez intéressant. Et en troisième partie de Yuki parce que j'ai encore en fait quelques idées par rapport au personnage. Donc on commence tout de suite avec Chozo qui a libéré le pouvoir de ses frères. Et c'est vrai que le chapitre il commence d'une manière complètement folle. En vrai, t'as 3 pages juste ahurissantes avec Chozo qui va penser à ses frères. Et c'est vrai que voilà, la main tous ensemble, allez on y va. C'est complètement fou, franchement on dirait même, ce truc c'est juste génial, je sais pas pour toi, mais je sens déjà qu'on pourra l'utiliser pour faire des milliards de détournements. Et ce que je trouve beau en fait avec le personnage, c'est que déjà il est ambigu en fait, parce que crois-moi, là je viens de relire Shibuya, quand on te le présente, normalement il tue plein d'humains et tout, là c'est pas trop le genre de personnage qu'on est censé apprécier, mais bon, en fait, son amour pour ses frères, et c'est comme ça qu'il se définit tout le long du manga, étant donné que même quand il se présentera à Naoya, il dira juste qu'il est un grand frère, et c'est ça, en fait, sa présentation personnelle, et en fait, c'est ça qui va lui donner de la force. Certains diront que c'est du pouvoir de l'amitié et que c'est abusé. Moi, je te dis, déjà, en fait, on n'est pas du tout dans un cas similaire à Fairy Tail ou autre, parce que voilà, déjà c'est anecdotique dans Jujutsu Kaisen. Qui fait ça en fait? Qui est comme ça? Qui pense à quelqu'un et devient plus fort? Là c'est vraiment Jujutsu Kaisen, c'est vraiment son cas particulier. Et même la caractérisation du personnage qui fait tout justement pour ses frères et qui est même prêt à mourir pour eux, justement, qui fait qu'il devient plus fort parce qu'il est prêt à tout. Même à sacrifier sa propre vie. Mais c'est ça, la force du personnage, c'est qu'il est valeureux et en même temps, il est comique. Comment ne pas être attaché? Non, sérieusement, comment ne pas aimer le personnage de Chozo? Je sais, chaque review, je dis ça, mais je suis obligé de le répéter encore et encore, bien évidemment. Et il veut utiliser les capacités de ses frères, et c'est là où ça va être assez intéressant dans le combat qu'il va pas forcément mener, vu que Kenjaku donc va réussir encore une fois à gérer toutes ses attaques, mais avec plus de difficultés. Tu le vois vraiment dans des positions un petit peu plus mauvaises que d'habitude, en fait, que lors du dernier chapitre où parfois il se retrouve même carrément par terre. Et je trouve que le découpage de Gege Akutami, encore une fois, est ultra efficace. Franchement, certes, le chapitre, vu que c'est juste du combat, tu le lis vite, mais tu le lis bien surtout en fait. Ça se lit bien et les pages sont remplies. C'est pas juste du combat où voilà, t'as 3 mouvements comme ça, où trop de choses est illisible. Voilà, sûrement que vous avez déjà rencontré des mangas du genre, mais bref. Et ce que j'apprécie énormément avec Gege Akutami, c'est que vraiment tu ressens l'impact des coups, même à une autre échelle que, bien sûr, des coups qui détruisent la planète ou je sais pas quoi à la One Punch Man. Là, en vrai, c'est une échelle plus basse, mais tu sens que chacun des coups peut faire extrêmement mal. Et ça, c'est très très beau. Et donc quand il va utiliser les capacités de ses frères, c'est là où on peut se poser des questions sur les capacités donc de Yuji, étant donné que voilà, il va utiliser le 100% pour foncer sur Kenjaku. Et en fait c'est une capacité, là on a plus de détails, donc quand elle est redirigée, alors elle perd de la vitesse, sauf que là son sang est à tête chercheuse, et donc il utilise les capacités de Eso élégamment pour avoir des ailes et même mieux se déplacer, voilà, tout en mouvement. Et bien sûr aussi les capacités de Keshizu qui était un monstre un petit peu bizarre et qui au final fait preuve d'une certaine agilité, et voilà, il enlève carrément son bras avec du sang pour le recoller, et en soi c'est juste n'importe quoi. Je sais pas si tu te rends compte, si en fait les embryons modèles, ils peuvent produire du sang à l'infini contre de l'énergie occulte. Ok. Et là, en plus, il peut rattacher les parties de son corps. C'est complètement dingue, en fait. Sauf si, en fait, tu le fais exploser,
alors le personnage restera là même si tu le découpes en 1000 morceaux. Et ça, c'est assez intéressant. Bon, après, il y a le cerveau, mais bon, ça, bien sûr, faut essayer de le protéger. Et pour Yuji, en fait, quand il fera preuve des capacités de Yuji, il parlera juste d'une force brute. Et ça, c'est assez intéressant. Bon, déjà, ce qui est fort, c'est que Gege Akutami, il a bien réussi à justement ancrer le style de combat des personnages dans notre tête, vu que quand tu vois la page, justement, où il met le point à Kenjaku, bah, ça te fait directement penser à Yuji, la manière dont il se bat, mais surtout, en fait, cette force brute, voilà. On peut se demander si c'est un élément, justement, une capacité de Yuji. Et je te renvoie à ma théorie sur le potentiel de Yuji, parce que crois-moi, il y a de quoi imaginer que justement, cette force juste énorme, elle serait issue de la manipulation de sang, même si c'est inconscient pour Yuji pour l'instant, et que donc, par le futur, il deviendrait extrêmement fort, en plus d'autres facteurs. En revenir à Chozo, donc ça fait plaisir déjà que la théorie de la semaine dernière comme quoi il allait utiliser les pouvoirs de ses frères s'est confirmée, parce que ça veut dire que je vous raconte pas juste n'importe quoi. Et je vous avoue que quand même je reste un peu sur ma faim, j'espère qu'on verra les capacités des autres frères justement via Chozo. Mais dans tous les cas, en fait, avec son sang justement qui est en train de traquer Kenjaku, en fait, il ne réussira pas à le toucher, mais il utilisera ça comme un canal pour sa supernova, technique qui, juste une supernova, a réussi à défaire Naoya, je te le rappelle, et là, en fait, il y en a plein autour de Kenjaku et ça explose, et c'est là que c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir parler de la possible capacité de Kenjaku, même si on n'a que très peu d'informations. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne te plaît pas, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas abonné, parce que chaque semaine on parle de Jujutsu Kaisen et franchement quel plaisir. On fait comme les exorcistes, on essaye de deviner les capacités et tout. Non, c'est bon, on vit Jujutsu Kaisen. Et donc, le sujet Kenjaku, étant donné que le sang de la supernova est censé aller dans tous les sens, ce qu'on peut voir, et ce que même Chozo remarquera, c'est que tous les impacts ont été dirigés vers le sol. Et ça, c'est assez étrange. Et donc, on peut se dire que, voilà, l'attaque a été redirigée dans une même direction. Et à partir de ça, déjà, on peut essayer d'imaginer plusieurs capacités pour notre très cher Kenjaku. Et j'ai 3 propositions à vous faire. Bon, déjà, en fait, il y a plein de gens qui pensent à l'infini et voilà, je vous en parle, mais je n'y pense pas forcément. Mais voilà, je vous le présente, puisque bien entendu, en fait, le fait de se protéger d'attaque, ça fait penser à l'infini. Sauf que je te rappelle que Gojo, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a justement une distance infinie qui se creuse entre l'attaque et Gojo. Et ça fait que, en fait, ça ralentit l'attaque, entre guillemets, mais ça ne la fait pas disparaître. Donc voilà, en théorie ça ne devrait pas être ça, et en plus en fait l'infini c'est une capacité qui est seulement utilisable grâce au 6e œil, aux 6 yeux, je sais plus comment ça se dit très exactement, mais donc les yeux bleus de Gojo qui lui permettent justement de ne pas perdre trop d'énergie occulte parce que ça coûte beaucoup trop cher. Ok, voilà, donc passons à la deuxième possibilité qui serait en fait un sort lié à la gravitation, à la gravité, étant donné que voilà, on voit que l'impact est tombé, donc rediriger des éléments. C'est vrai que en fait parmi les pouvoirs, c'est un petit peu cliché, hein, mais dans tous les mangas c'est un petit peu comme ça, mais c'est normal parce que manipuler l'espace lui-même et possiblement le temps, parce que la gravité c'est lié, ça fait partie des pouvoirs les plus cheatés, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça fait peut-être un peu trop penser à Kirara, ou même de très loin, parce que c'est pas exactement la même chose, mais aussi à Gojo. Et c'est pour ça que peut-être on pourrait partir sur autre chose. Et c'est pour ça que j'ai aussi pensé au fait que, troisième possibilité, que vu que le personnage de Kenjaku est spécialiste en barrière, je te rappelle que même les barrières de la traque mortelle, bah c'est lui qui les a faites, hein, made in Kenjaku, oui, bien sûr. Bah en plus c'est le deuxième meilleur utilisateur après Tengen, et je me suis rendu compte que j'étais bête parce que je vous ai pas expliqué pourquoi en fait je trouve ça si fou que ça les barrières, parce qu'en fait ça peut remodeler complètement l'utilisation de capacités, comme justement pour les extensions de territoire. Ça change même la règle à l'intérieur d'une extension de territoire selon la barrière qui est utilisée. Megumi, voilà, c'est pour ça que c'était assez particulier son extension de territoire. Et là, en fait, peut-être qu'il aurait pu se créer une extension de territoire assez particulière, même qui ne ferait qu'une mini-zone autour de lui et qui servirait non pas à l'offense, mais plutôt à la défense. Une genre de combinaison via les barrières qui pourrait le protéger. Voilà.
Voilà. Je me dis que ça pourrait quand même être assez intéressant. Une sorte de domaine amplifié qui est une technique quand même qui a réussi à combattre l'infini, qui a été appris justement par Kenjaku, Ajogo et Anami. Donc on est vraiment sur quelque chose là. Et là où par contre il faut parler généralement du personnage de Kenjaku, c'est que c'est vrai que c'est assez compliqué. Même je comprends pas comment les personnages sentent que c'est sa réelle capacité, étant donné que normalement en utilisant le l'Uzumaki, donc sa technique maximale, alors il peut utiliser les capacités de fléau de semi-grade 1 et plus, donc comme ses propres capacités. C'est ce qu'il a fait avec Mahito quand justement il a réveillé toutes les reliques qu'il avait préalablement installées. Et malheureusement, en fait, je me dis, mais en fait, comment on fait pour différencier justement sa propre capacité d'une capacité qu'il aurait volée à un fléau? C'est pour ça que j'espère qu'on aura plus d'explications par rapport à ça. Est-ce que justement Uzumaki doit être actif pour utiliser la capacité d'un fléau? Je ne sais pas, mais en gros il peut avoir tellement de capacités que c'est vrai que c'est assez compliqué d'imaginer ce que Kenjaku va faire, en dehors même de sa propre capacité, vu qu'il peut en voler une infinité. Ça se trouve même que s'il a vraiment volé une technique de gravité, il l'a pris à cet éléphant géant qu'on avait vu il y a pas longtemps. Et ce qui est aussi assez étrange, c'est que lors du combat, il le dira, c'est que le sang de Chozo ne pourrait pas l'empoisonner, étant donné qu'il est son géniteur. Et on ne sait pas si c'est exactement en fait pour ça, parce que si en fait c'est parce que justement ils ont le même sang ou autre, alors c'est assez particulier, parce que normalement là il est dans le corps de Geto. Et est-ce que ça veut dire à partir de là qu'il garde des spécificités de chacun des corps par lequel il est passé? Et ça pourrait être n'importe quoi, même quelques capacités, ce serait juste n'importe quoi, parce que ça fait un millier d'années qu'il est là, même plus. Donc ça peut être très très compliqué même de discerner ce qu'il aurait, ou peut-être que c'est justement juste le fait qu'il sait comment annuler le poison directement, étant donné qu'il a été à l'initiative de la création de ces embryons maudits. Mais quoi qu'il en soit, ça reste assez mystérieux pour l'instant cette histoire, et il nous faut quand même plus d'explications personnellement. Mais s'il y a bien une personne qui n'a pas besoin d'autres explications, c'est Yuki qui va arriver à la fin de ce chapitre en disant t'es incroyable grand frère, et ça fait plaisir pour le personnage de Yuki. Je sais pas pour toi, mais elle a vraiment une vibe particulière qui fait que dès qu'elle arrive, je sais pas, elle est intéressante, elle est intrigante et ça donne envie d'en voir plus. Et bien entendu, en fait, elle est avec son Shikigami. Et ça, c'est assez étrange. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais dit que je théorisais sur le fait qu'elle pouvait utiliser des capacités liées aux barrières. Encore une fois, vu que justement, elle était liée à Tengen et que Tengen est l'expert en barrière. Mais là, je me dis qu'on pourrait même ajouter une deuxième possibilité, parce que après y avoir réfléchi, c'est vrai que même ce Shikigami, ou possiblement ce fléau, il m'a fait énormément penser à une queue lors de cette apparition. Donc bien sûr, on peut penser à une genre de capacité en forme de marionnette, tu vois, qui pourrait contrôler certains éléments, parce qu'on ne sait pas si forcément c'est vivant ce truc, ou même, et c'est là où peut-être que c'est assez particulier, mais je t'explique mon raisonnement, c'est qu'en fait chez les classes S, en gros, on en a 4. Bon, je rajoute Yaga parce que c'est non officiellement un classe S, comme je te l'ai expliqué lors de la précédente vidéo. Tu sens qu'ils ont vraiment tous quasiment une capacité spécifique. Donc on a Geto qui a une technique de manipulation des fléaux, Yaga plus ou moins qui peut créer donc des âmes artificielles et donc aussi se constituer une armée, Gojo qui a la technique de l'infini et qui peut donc en théorie faire énormément de dégâts, et notre très cher Yuta qui peut copier même une infinité de capacités et avec encore plus d'énergie occulte que Gojo. Voilà un petit peu, grosso modo, ce qui est en train de se passer au niveau des classes S. C'est vrai qu'on a des pouvoirs relativement différents, mais il y a quelque chose, je trouve, qui manque et qui pourrait peut-être être assez intéressant. Et surtout, j'y pense parce que quand je fais une théorie, en fait, j'essaye de me demander ce que ça pourrait apporter à l'œuvre. Tu vois, donc c'est pour ça que j'avais deviné que Yuji, il ferait un combat contre Higuruma, parce que un procès, c'était sûr que ce serait bien pour son développement de personnage. Et lors de la dernière vidéo, je t'ai parlé de Yuki qui pourrait utiliser des capacités de barrière pour justement explorer cette partie en fait technique de l'univers. Mais si ça peut être comblé par Kenjaku, alors
peut-être justement qu'elle pourrait se diriger vers autre chose. Et donc on pourrait se placer plus sur une théorie dans les thématiques de Jujutsu Kaisen, vu que je sais pas si tu te souviens de ce vieux combat qui a eu lieu au début du manga, Nobara contre Momo, et elle parlait de la beauté, de l'importance de l'apparence pour une femme, même dans le monde de l'exorcisme, et de toute façon c'est souvent ramené à ça, hein. Naoya, tu te souviendras des phrases qu'il aura lâchées à Maki, il s'est fait éclater, mais il l'a mérité. Il a rigolé, ben au bout d'un moment, il faut payer, hein, voilà. Et depuis, justement, elle a des cicatrices, même Nobara, si elle revient, elle en aura. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur elle, en fait, j'ai fait une vidéo sur des persos, quoi. Et là, pour Yuki, je me demande si on pourrait donc pas avoir quelque chose de monstrueux comme transformation, et donc s'engouffrer dans le sujet de la place de la femme dans le monde de l'exorcisme, avec une forme juste monstrueuse pour Yuki qui pourrait énormément se battre au corps à corps. Et ce serait assez intéressant étant donné que Todo aussi, étrangement, il a développé une capacité et il est expert justement dans les combats en corps à corps, et vu que c'est son sensei, c'est pour ça que je me dis qu'il y a quand même plusieurs éléments qui feraient que ça serait intéressant. Donc voilà tout pour cette deuxième théorie. Un gros monstre qui se battrait au corps à corps. Mais c'est vrai que c'est moins intéressant que les barrières, hein, clairement moins intéressant. Et terminons la vidéo sur cette possibilité assez intéressante, sur le fait que, en fait, Yuki pourrait être mauvaise, en fait. Qui dit qu'elle est de notre côté? C'est vrai que, en fait, elle, on ne sait pas vraiment ce qu'elle recherche, on ne sait même pas où elle était dans d'autres pays, ok, sensei de Todo, mais jusque-là, on ne sait pas exactement ce qu'elle compte faire. On voit qu'elle en veut à Tengen, et donc l'ordre établi ne lui convient pas. Donc se battre justement pour l'équilibre, je ne pense pas que c'est quelque chose forcément qu'elle ferait, ou peut-être, en tout cas, c'est sûr qu'elle empêcherait Kenjaku de provoquer justement un complet chaos. Mais dans un certain sens, je me demande si elle pourrait pas profiter de la situation pour faire ce qu'elle veut un petit peu de Tengen, tu vois, combattre Kenjaku, le repousser et ensuite utiliser Tengen à ses propres fins, étant donné que si Kenjaku, il recherche en fait un monde avec le chaos et donc plein de malédictions partout, de fléaux qui ressortent de partout, vraiment, donc l'âge d'or de l'exorcisme, pouvoir écrire quelque chose d'autre, quelque chose d'ultime, alors en fait, Yuki, elle se place plus à l'inverse, en fait, elle réfléchit à justement un monde débarrassé des fléaux, en ayant tout le monde qui aurait une sorte de restriction innée à la Maki et Toji. Sans énergie occulte, il n'y aurait donc aucun fléau. Donc voilà, c'est vrai que c'est un point de vue assez intéressant et qui pourrait être développé, et en même temps, en plus, c'est celle qui a parlé à Geto avant qu'il devienne méchant. Même si, en fait, elle lui a juste exposé ses différentes idées, alors il était pas bien et il a complètement vrillé ensuite. Je dis pas que c'était de sa faute, je dis même pas qu'elle a fait exprès, hein, retiens bien. Mais c'est juste que je sais pas si c'est forcément un personnage qui va aller dans le sens du monde de l'exorcisme. Et c'est pour ça, en vrai, j'ai confiance en elle, hein. Mais faisons attention, je vous dis juste, faisons attention à elle. Bon, c'est vrai que le personnage d'Uraume, bah, pour l'instant, il n'est pas apparu, donc le vassal de Sukuna, et peut-être qu'il apparaîtra et qu'il y aura une suite de confrontations face à Chozo qui avait déjà été commencée à Shibuya, parce que même si moi ça me plairait énormément et je trouve que c'est là où Jujutsu Kaisen c'est excellent, les combats doubles où il commence à frapper un mec en sandwich, je trouve ça juste excellent et j'espère qu'on va voir ça face à Kenjaku bien évidemment, mais vu qu'on nous avait dit que possiblement il pourrait se gêner, Yuki et Chozo, alors voir Yuki combattre seul Kenjaku et Uraume face à Chozo, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Après c'est vrai, le personnage de Yuki a l'air quand même un petit peu barré pour être venu comme ça, alors qu'on ne sait pas exactement quelle est la technique de Kenjaku. Peut-être que son esprit d'analyse, étant donné que c'est une classe S, et peut-être qu'elle a d'autres capacités, même pour deviner les capacités des autres, est plus aiguisé. Mais surtout ce que nous montre le fait qu'elle se ramène aussitôt lors du combat en sachant si peu sur Kenjaku, ça nous rappelle juste le fait que c'est aussi un exorciste de classe S. Et n'oublions pas que leur ego démesuré est à la hauteur de leur pouvoir. My best friend!